C'est un anniversaire qui est un petit peu passé sous les radars, mais le 2 février dernier, c'était les 10 ans de la fameuse présentation 100% officielle d'une voiture qui a, on peut le dire, marqué son année 2015, puisque la fameuse Nissan GT-R LM Nismo LMP1 avait été présentée au monde entier. On va y revenir dans des circonstances un peu extraordinaires pour s'attaquer au championnat du monde d'endurance et aux 24 heures du Mans. Mais on va voir que l'histoire, comme sans doute vous le savez si vous êtes des habitués d'Endurance Info et de notre podcast Track Limit by Minerva Oil, l'histoire ne s'est pas passée comme prévu sans doute par Nissan et par également les observateurs qui étaient présents à l'époque. Et c'est sur ce sujet que nous allons revenir aujourd'hui avec Laurent Mercier. Laurent, bonjour. La Nissan GT-R LM Nismo, ça a été un énorme accident industriel au niveau résultat, mais son histoire par contre est assez incroyable, de sa genèse à sa chute en fait. Ouais, salut Pierre. Ouais, c'est sûr que c'est pas, enfin, c'est quelque chose qui restera dans les annales, mais pas forcément pour avoir brillé sur la piste, mais plus pour avoir brillé sur le côté marketing. Ça fait déjà 10 ans, ouais. 10 ans, pourtant Nissan aux 24 heures du Mans et en endurance, on va dire plus globalement, ça remonte à bien avant, puisque les premiers temps de Nismo, la fameuse branche compétition de Nissan, qui elle a été lancée en 1984. Les premiers temps de Nismo en endurance, c'est 1985, donc 30 ans avant. Ça a été avec le groupe C, avec des châssis March au départ, PV6 Turbo, qui ont été en championnat du Japon, puisque ces groupes C étaient d'abord en championnat au Japon pour Nissan. Et l'histoire, on va dire, avec les 24 heures du Mans, pour ce qui nous intéresse, c'est 1986. 1986 avec la R86V. Nissan qui entame une histoire qui va s'étaler avec des 100 victoires au général, mais avec des très bons résultats, puisque jusque dans les années 90, Laurent, avec les fameuses R90, justement, les CK ou CP selon les différents championnats, Nissan a brillé, et notamment en IMSA. Notamment en IMSA, et puis bah, un peu plus récemment, à la fin des années 90, je pense que tout le monde se souvient des Nissan R390. Avant ça, il y avait eu, comme tu l'as dit, en prototype, il y avait eu notamment une association avec Yves Courage dans le passé. Et c'est surtout la fin des années 90, avec toutes ces monstrueux GT1, où Nissan avait même sorti un modèle routier de la voiture qui roulait au Mans, et ça a jamais été couronné de succès. Et donc, tout le monde s'est dit, quand Nissan a annoncé le retour au Mans dans la catégorie Rennes en 2015, Nissan peut gagner les 24 heures du Mans, ce qui aurait été fait en fait avant Toyota d'ailleurs. Oui. Sauf que, comme tu l'as dit au début, le bateau a un peu pris l'eau. Donc on rappelle Nissan 3e place en 98 avec la R390, et derrière, plus de quasiment de programme, puisqu'à part la R391, pardon, le programme sartois, on va l'appeler comme ça, c'est arrêté jusque donc en 2014-2015, puisque dès Ouais. 2014, on avait quelques idées du retour de Nissan avant la révélation officielle. Tu peux revenir sur ce premier point, Laurent. D'entrée de jeu, on a vu que le marketing allait avoir une place Bah, prépondérante dans le programme. En fait, l'annonce du programme a eu lieu, je crois que c'était au mois de mai 2014. Et je ne sais pas si tu te souviens de la présentation. Donc, on savait pas grand-chose à part le nom de la voiture. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une caisse. La photo, c'est une caisse en bois. Tu vois, tu te souviens si cette histoire de caisse en bois avec l'annonce, je crois qu'il y avait marqué dessus We are back. C'est ça, c'était un Ou peu un clin d'œil à Michael Jordan quand il était revenu au basket, chez les Bulls. C'était un peu cette impression-là, quoi. Ouais, il y a marqué je crois, Nissan, Nismo, P1. Enfin bon, déjà un côté marketing. Et par contre, il y a un truc qui nous était quand même très très bien à cette époque-là, c'est que Nissan jouait, expliquait à qui veut l'entendre qu'ils allaient jouer franc jeu avec les fans, avec les journalistes, et qu'ils allaient tout ouvrir et tout montrer. Et ça, franchement, pour un constructeur qui arrive dans la catégorie Rennes, pour nous, c'est du pain béni. Parce que on sait que la catégorie LMP1 à cette époque-là, qui était une catégorie quand même où il y avait des prototypes hybrides, je n'ai pas besoin de te rappeler que c'était quand même assez compliqué, que tu pouvais pas rentrer dans les stands, que tout était caché, que bon, tout le monde jouait un petit peu à l'intox, et que Nissan a décidé de mettre un coup de pied à la fourmilière dès l'annonce en disant, nous, on va vous montrer qu'on peut faire différent, qu'on peut gagner, qu'on va gagner, et on va vous expliquer pourquoi on va gagner. Alors au début, c'était un peu flou, il y avait toujours des petites rumeurs qui disaient que la voiture
allait être assez atypique. Et on se souvient qu'avant ça, quand même, il faut peut-être revenir sur deux voitures quand même. C'est la Delta Wing, hein, qui avait été Effectivement. faite par Nissan et qui était engagée dans le cadre du Garage 56, qui avait plutôt fait une bonne prestation jusqu'à un accrochage avec une Toyota. Après, on va mettre sous le tapis la ZO-DRC qui a quand même été un vrai fiasco. Celle-ci ne restera pas dans les annales. Et donc, Nissan, on s'était dit que la future Nissan LMP1 allait peut-être être la descendante de cette ZO-DRC en termes de look, avec un look atypique. Donc, ça, c'était un peu les premiers prémices du programme. Et après, tu as eu un petit peu plus tard, je crois qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient dévoiler la voiture en Floride à la fin de l'année. Et on sait qu'ils avaient créé un site en Europe pour le développement, un site aux États-Unis, je crois que c'était à Indianapolis avec les anciens locaux de Foresight Racing. Et après, on a eu des annonces un petit peu au compte-gouttes, mais toujours avec un côté marketing emmené par Darren Cox, qui était un petit peu l'initiateur de la Nissan GT Academy et qui Révolutionnaire, a mis un peu. révolutionnaire à l'époque, hein. Ah oui, oui, oui. Ah, mais attends, mais lui, c'est la palme, hein. Lui, c'est l'Oscar du marketing, hein. Sans aucun problème. Et sans, sans, La sans, preuve, sans aucune critique, hein. on en parle encore 10 ans après. Ah non, mais sans aucune critique, sans aucune critique, le mec en termes de marketing était très bon, était vraiment très bon. Et on en reparlera un peu plus tard, mais jusqu'à même à certains points. Bon, après, on s'est même dit, quand il nous promettait long et merveille, on s'est peut-être dit, merde, mais c'est peut-être nous qui connaissons rien au sport auto, et lui qui a raison, tu vois. Le mec très persuasif et très très bon en marketing. Par contre, Laurent, quand même un peu d'arrogance, on va dire ça comme ça, puisque comme tu le disais, Nissan a dit nous revenons et nous venons pour gagner. Il faut rappeler qu'en face à l'époque, il y a quand même Audi, il y a quand même Toyota. 2015, Hum, il y a quand même Porsche aussi, qui est arrivé hum. en 2014. Bon, c'est quand même trois mastodontes de l'endurance avec pas, pour Toyota, pas encore des victoires, mais quand même une présence dans la Sarthe qui a souvent été proche de l'emporter. On revient pas sur le palmarès de Porsche et d'Audi. Il fallait quand même en vouloir pour être aussi Bah, affirmatif. Et comble de l'arrogance, si je peux me permettre, c'est la diffusion du fameux spot de pub le 2 février 2015, donc c'est pour ça cet anniversaire de révélation des détails, hein, de la voiture, un spot au Super Bowl, qui est quand même l'événement majeur sportif aux États-Unis, et l'annonce avait fait quasiment 22 millions de vues sur YouTube. Enfin, c'était hallucinant pour l'époque, c'était incroyable. mais c'est clair. Et t'as pas mal de gens, alors peut-être même toi le premier, où tu te souviens où tu étais quand tu as appris, je sais pas, les attentats du 11 septembre, Oui, quand la la France mort a de gagné la Steve Coupe Jobs, du Monde, ou voilà. quand la France a gagné. Et moi, perso, je me souviens de cette histoire du spot TV qui était diffusé à 2 heures du matin. Le lendemain, je me souviens très bien, parce que le lendemain, j'avais une opération chirurgicale à faire. Je n'avais pas dormi de la nuit pour suivre cette histoire de spot télé et tout, pour voir ce que Nissan allait montrer, parce que jusqu'à présent, on avait juste vu un teaser, un petit teasing avec un espèce de petit message avec justement le message We are back, avec une photo avec un casque qui était dans un casier, dans un vestiaire et tout. Et là, on s'était dit, bon, il faut quand même essayer de suivre. Et je sais que je me souviens très bien du moment. Et ce que je me souviens très bien, même si c'est pas moi qui ai signé le chèque, mais que ça avait coûté, je crois, plus de 10 millions de dollars, le spot de 90 secondes, comme tu l'as dit, durant le Super Bowl, qui a quand même une audience phénoménale. Je crois, ouais, c'est ça, 110 millions de spectateurs, c'est ça? Ouais, bah, c'est Et, toujours des chiffres et, incroyables, hein, oui, aux États-Unis. et par contre, tu disais un peu d'arrogance. Au début, on va dire au début pas vraiment, parce que Nissan te dise qu'ils veulent venir en 24 heures du Mans pour gagner, tu dis bah c'est cool, Nissan. Les années, ces années-là, on connaissait Nissan aussi, surtout au Japon avec le Super GT. Tu avais aussi l'histoire de la Nissan GT-R, GT3 Nismo qui arrivait aussi, qui était là et qui avait des résultats assez intéressants. Donc on s'est dit, bah, Nissan va mettre les moyens. Tu as un spot de 14 millions. Non, mais je ne sais pas si tu imagines, 14 millions le spot. 14 millions. Tout ce que tu peux Oh, mettre dans un développement de voiture qui n'y est pas non, mais passé. c'est clair. Donc, tant que tu n'as pas vu la caisse, que tu n'as pas vu ce qui se passait, tu peux te dire que, il s'était associé avec la boîte de Dan Gurney qui était All American Racers. Tu peux te dire que le truc, bon, bah, c'est bon, on est parti avec Nissan qui va, comme tu disais, essayer de battre Audi, Porsche, Toyota. Donc, jusqu'à ce moment-là, tu dis, bon, ok, on n'avait pas vu de photos de la voiture, mais déjà dès le début, on te dit qu'on va rouler en Arizona sur la piste d'essai je crois que c'était la piste d'essai de Nissan, du Technical Center en Amérique du Nord et tout. Tu dis, bon, ok, d'accord, si c'est un premier rollout, pourquoi pas. Et puis, début janvier,
Ouais, avant le Super Bowl, je crois, tu as vu une photo qui avait fuité, où on voyait l'arrière de la voiture sur un site internet qui était assez punchy à cette époque-là, qui s'appelait Jalopnik, et qui était, je crois que tu voyais l'arrière, je crois que c'était à Kota d'ailleurs de mémoire, et on savait pas trop ce que c'était, et puis après, bah, tu as une première photo officielle de l'arrière de la voiture qui est. Je crois même qu'à Kota, on avait vu la voiture, une photo sur C'est Jalopnik, et possible, après, oui, oui. Nissan avait montré l'arrière, juste l'arrière de la voiture, je crois, avant le Super Bowl. Et puis, ce que tout le monde voulait savoir, c'est s'il y avait ce fichu moteur à l'avant. C'était effectivement le grand sujet au niveau de la conception de la voiture, puisque Nissan avait déjà indiqué une conception un peu révolutionnaire. Et effectivement, ce fameux 2 février 2015, on a la confirmation absolue, Laurent, de la fiche technique de la voiture, avec une voiture à traction avant, un moteur avant, donc ce qui est à l'opposé de la construction des LMP1 qui sont alors en piste, et le tout propulsé par un V6 3 litres biturbo et un fameux système hybride. Bon, on verra plus tard que malheureusement le système hybride n'a pas vraiment fonctionné. Et également aussi des pneus de taille différente. Bon, enfin, aujourd'hui, présenter une fiche technique comme ça paraît improbable. Improbable. Claire, je crois que de mémoire, tu avais des 31 71 16 à l'avant, je crois, et des 20 71 16 à l'arrière. Enfin, le moteur à l'avant, une traction, voiture hybride. On t'a annoncé 1250 chevaux tout combiné. Et là, tu te dis, putain, c'est quoi cette caisse? Tu pars un peu à l'inverse des autres. Donc, tu te dis, alors, soit les autres sont très bêtes, soit Nissan a mis le doigt sur quelque chose. Mais là, c'est pareil, t'as pas vu la voiture en piste, tu sais pas combien, tu sais pas ce qu'elle vaut. Il y avait quand même des gens de qualité. Alors, tu avais Ben donc Ben Bolby, quand Molby même, qui était. pour rappeler, Laurent, Ben Bolby, le directeur technique à l'époque, quand même, a travaillé avec Lola dans les années, fin Hmm. des années 90. Il a quand même été quelqu'un de très pertinent dans plusieurs de ses propositions. La Delta Wing, on l'a vu quand même, c'était également une proposition intéressante. C'est sûr que l'idée paraît totalement folle aujourd'hui au vu de la construction, mais quand on voit les gens quand même qu'il y a derrière, on Ouais, peut se ouais, dire que, effectivement, comme tu le rappelles, si la proposition technique est à l'opposé de ce qu'il y a, c'est qu'il y a peut-être des avantages. C'est qu'il y a peut-être des Et avantages. puis, ouais, et puis tu avais aussi, moi, il y a quelqu'un qui faisait partie du programme que moi j'estimais beaucoup et que je trouvais très compétent, qui est Ricardo Di Villa, qui malheureusement est décédé il y a quelques années, et que c'est quand même un programme officiel Nissan. On parle pas d'un programme Glickenhaus, tu vois, un programme Coles, des programmes qui sont privés, tu vois, où tu Voilà, pars avec des exactement. trucs où tu sais pas où ça va. Là, tu te dis, merde, c'est Nismo. Tu as tout le staff de Nismo, dont Miyatani, qui est à la base, enfin, qui est à cette époque à la tête de Nismo. Tu avais Tag Heuer qui avait rejoint le programme. Tu avais Michelin, tu avais Motul. Tu te dis, bon, le truc, quand même, ça tient la route. Si tu es capable de dépenser 14 millions pour un spot télé de 90 secondes, tu peux te dire que peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose et qu'en fait, le truc, ça va marcher. Pour rappel, une petite phrase ressortie donc des premières interviews techniques de chez Michelin notamment. Nous avons débuté la conception des pneus pour la Nissan à partir d'une clé USB. Et donc Ouais, alors ça, simulateur. C'était Nicolas ouais. Gubert, directeur technique de Michelin Ouais. Motorsport à l'époque. Et qui te dit en plus, non, mais nous, on s'en fout de connaître les caractéristiques de la voiture et tout. On a toutes les contraintes subies par les pneus roue par roue. Donc, nous, ça nous suffit. On va prendre la clé USB et en avant et on s'en fout de savoir si le moteur est à l'avant ou à l'arrière. Ah, bon, ok. Tu te dis, Et c'est bon, là ok. où Donc, si effectivement Michelin le voit comme ça. la curiosité technique et technologique a Hum, interpellé, mais hum. jusqu'au premier tour de roue, bon, pourquoi pas? En fait, pourquoi pas? Tant qu'il n'y a pas de comparaison effectivement avec la concurrence en piste, peut pas forcément. Bah, Personne ne sait. Alors, hormis évidemment les et- gens qui développent la voiture, où elle en est, quoi. bah, c'est ça. Et quand tu as un Miyata Nissan qui te dit, qui était donc le patron de Nissan, qui te dit non, mais nous, de toute façon, ce qu'on veut, c'est être là sur la durée, on veut gagner et on sait faire. Bon, je te dis, bon, ben, si le mec qui est capable de faire rouler des Nissan en Super GT, en GT 500, te dit ça, bon, je pense que tu te dis qu'en plus, il faut aussi se rappeler qu'à cette époque-là, à la tête de Nissan, c'était quand même Carlos Ghosn, Oui, qui est loin d'être un enfant de cœur, tu vois, et qui, à mon avis, ne devait pas claquer les yens ou les euros ou les dollars comme ça sans savoir. Donc tu te dis, bon, le truc quand même, merde, ça tient la route. Ça tient la route. Donc, t'avais pas de pilote à cette époque-là. Je crois que le premier à être annoncé, ça devait être Marc Gené, c'est ça. Marc Géné, le premier pilote il me semble. annoncé, en même temps que le Super Bowl, quoi.
quasiment. Ou Ouais, voilà, ouais, très c'est très ça. peu de temps après. Parce qu'après, je crois que tu as eu Matsuda, Ticknell et Olivier, là, qui ont dû être annoncés dans la foulée, je crois, du Super Bowl. Et C'est ça. après, tu as dû avoir Mardon Boro, Et Chilton aussi, qui a Ordonez repris. et Krum. Et Hilton. Bon, alors, on peut peut-être faire un petit aparté sur Marc Géné, qui en fait roulera jamais sur la caisse en compétition d'ailleurs. Parce que lui, il s'est dit, un peu plus tard, mais ça on y reviendra, il s'est dit, ouais, alors là, ça va pas le faire. Donc le mec s'est cassé. Bon, bref. Mais on Ça verra fait ça partie peut-être de un la peu. légende du, du Mais ouais, et projet. puis, donc là, tu commences à avoir un premier planning d'essai. Déjà, Exactement. on te dit que la caisse va être exposée à Chicago, je crois, au salon de l'auto à Ouais, Chicago. c'est ça. Après, on te dit on va rouler à Palm Beach, sur le circuit de Palm Beach avec la P1. Alors, tout le monde connaît peut-être pas le circuit de Palm Beach. Nous, on y est allé il y a quelques années pour une séance d'essai. Quand tu connais un peu le circuit de Palm Beach, tu dis, ah ouais, ok. Donc, rouler avec une P1 Palm Beach, déjà, c'est un peu chelou. Après, tu vas rouler, je crois, sur la piste Michelin qui était Caroline du Sud, comme ça, je pense. Caroline du Sud, ouais. Ouais, En fait, ouais. au début, il y avait rien il y avait rien déjà. Tu te dis, ah, putain, c'est bizarre quand même au niveau des choix de circuit. Après, tu entends qu'il y a Adrian Soutil était pressenti pour rejoindre le programme. Donc, au niveau des pilotes, tu te dis, merde, les pilotes vont être payés. C'est quand même pas des pilotes payants. Jusque-là, jusqu'à temps, je crois que la première cagade, ça devait être les tests à Sebring où il y C'est avait ça. Audi. C'est effectivement l'enchaînement que j'avais en tête. Et C'est effectivement une fois on va dire la machinerie commerciale et marketing lancée, bah, derrière il faut quand même poursuivre le développement. Parce que certes, le développement dans les bureaux d'études, c'est une chose. Le développement en piste, Laurence en est une autre. Et malheureusement, très vite, Nissan va se rendre compte qu'il y a, il y a des bah, soucis. Il y a des soucis puisque les premiers roulages réels, avec vraiment une piste qu'on sait un peu révélatrice pour tout prototype ou toute voiture de course construite, c'est Sebring. On sait que c'est une piste qui est très exigeante pour les voitures. Et en général, si votre voiture tient le choc à Sebring, bon, c'est plutôt bon signe. C'est un peu comme en rallye, quand vous aviez une voiture qui tenait le choc à l'Acropole ou au Safari. Bon, vous saviez que généralement, elle pouvait être à minima fiable. Après, performante, c'est encore autre chose. Mais là, à Sebring, le ça truc, casse très vite. ah Ça oui. casse très vite. Mais le truc, c'est que tu vas généralement sur un circuit comme Sebring quand ta caisse, elle a un minimum éprouvé. Alors que là, la caisse, elle avait juste roulé un petit peu sur certains circuits comme ça. Elle n'avait pas fait énormément de tests. Et c'est dommage que Thibaut puisse pas être avec nous, parce que je crois que de mémoire, il devait être à Sebring Mais durant les essais Audi. ça rejoint ce que tu disais, c'est que c'était aussi l'ouverture prônée par Nissan à la presse, hein, de montrer aussi le développement un petit peu, entre guillemets, en temps réel aux médias, hein, de montrer les avancées. Et non, je crois qu'ils avaient fait une vingtaine de tours en 2 jours. Donc, si tu Voilà. veux, les essais, ils les avaient arrêtés prématurément, je crois, parce qu'il y avait une pièce qui avait cassé. Mais je sais plus si à Sebring, les journalistes qui étaient sur place, je sais pas trop s'ils n'étaient pas invités par Audi et qu'ils allaient pu gratter Alors, du côté de chez Nissan. c'est vrai qu'il y avait Audi en même temps sur Je cette crois que c'est ça première le vraie truc. séance. C'est possible, c'est possible. Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est ça. Et tout ce que je sais, c'est que c'était un fiasco. Et que là, par contre, là, on savait que Nissan allait faire rouler 3 voitures en 24 heures du Mans. Donc en plus, tu te dis, putain, on est au mois de mars, la caisse, elle fait 25 tours en 2 jours. Et les mecs, ils te disent qu'ils vont faire rouler 3 caisses au Mans. Donc tu avais Plat, Ticknell, Krum sur une, et puis tu devais avoir Mardon, Boros, Nene, Chilton sur l'autre. Et au Mans, Ordonez, Matsuda, Bonnekombe, je crois. Te dis, bon, là, ça commence à le faire. Et après, tu apprends dans la foulée, quelques jours après, je crois, ah ben en fait, on ne pourra pas faire Silverstone, l'ouverture du championnat du monde d'endurance, parce qu'on n'est pas prêt. Ah, ok. Bon, déjà, tu commences à te dire, bon, là, ça pue un peu. Et en plus, on te dit, ah, mais on va pas pouvoir rouler un spa non plus. Oh, Ah, c'était même d'accord. ils avaient souviens-toi, ils n'étaient pas présents au prologue. Alors, elle n'était pas au Paul Ricard. Elle était à Silverstone en statique, pardon. Elle n'était pas au prologue, D'accord. t'as raison. Elle était à Silverstone en statique. Ou pareil, ils avaient fait une belle tente et tout pour expliquer un truc, mais la caisse, elle n'a pas roulé en fait. Elle n'a même pas fait un tour de démo. La caisse, elle est restée posée dans la structure. Donc la voiture, bah, tu te dis, bon, ok, donc Nissan va faire rouler pour la première fois en compétition dans une catégorie hybride dont à cette époque-là, je crois qu'on ne savait même pas si la caisse, elle allait rouler, parce que tu pouvais choisir l'hybridation 2, 4, 6, 8 en Exactement. mégajoules et que tu savais pas en fait dans quelle classe d'hybridation allait rouler Nissan. Donc tu dis bon, ok, d'accord. Donc on sait toujours pas comment ça va se faire. Et donc c'est là où ça a commencé à être vraiment marketing parce qu'ils avaient dévoilé, je sais pas si tu te souviens, une livrée Manchester City. Oui, Tu sais, exact. elle était Bleu. bleue, Oui, oui, tu oui. vois, bleu Manchester City. Ils avaient échoué au crash test de la voiture. C'est aussi pour ça qu'ils n'avaient pas pu faire Silverstone et Spa. Et qu'après, quand ils avaient réussi le crash test, toi, tu te souviens de cette photo où il y en a un qui était sur la voiture, sur la monocoque, et, qui levait les bras et tout, Oui, comme si tu avais gagné la médaille olympique. Et c'est là où tu commences à dire, tu dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Silverstone, Laurent, il y a quand même quelques infos qui sont données sur le projet, notamment le passage, la rétrogradation au niveau de la classe hybride, puisqu'à la base c'était 8, ils redescendent à 2. On apprend aussi que les Ouais. roues changent de taille. Enfin bon, au milieu de ce qui est le développement d'une Ouais. voiture, alors que Le Mans se rapproche plus qu'à grandes enjambées, les questions se posent sérieusement, quoi. Et tu poursuis les essais, tu vas rouler sur la piste GM au Kentucky parce que soi-disant que ça reprend les caractéristiques du circuit du Mans et tout. Donc bon, ok. C'est sûr que quand un Ben Bolby te dit, je me souviens être allé à la présentation, il y avait une présentation ils en avaient fait une, je crois, en Angleterre à Londres et ils en avaient fait une le lendemain à Paris. Dans un truc qui Mhm. s'appelait le quartier général, dans un tout petit truc et tout, où là encore c'était vraiment le truc marketing. Et je me souviens que Ben Bolby était là et qui disait à la presse, à tous enfin aux peu de journalistes qui étaient sur place, en disant vous verrez, le résultat au Mans va être surprenant. Ah bon, déjà. Il avait annoncé que le moteur avait fait 6000 km au banc, donc Ouais. bon, un premier, aussi un premier chiffre. Alors qu'est-ce qu'il valait à l'époque? Mais comme tu le précisais il y a quelques temps, c'est à ce moment-là que Marc Genet quitte le projet. Ouais, et Et quand remplacé Marc par Genet, Marc. quand même qui est pas n'importe qui, quitte quelque chose, bon, c'est qu'effectivement il y a peut-être Anguille sous roche, et c'était Ouais, Arthur Szulzicki qui l'avait remplacé pour Le Mans. ouais. Et je crois que de mémoire, ils avaient dit que Marc Gené, il avait trop d'obligations professionnelles parce qu'il est chez Ferrari et qu'il devait s'occuper chez Ferrari et tout. Et c'est pour ça qu'on avait propulsé à un autre marque d'ailleurs, mais qui n'a pas la même nationalité et qui, au Scrabble, remporte pas mal de points, qui est Schulzitsky, et qui nous vient de la GT Academy. Et après, la caisse avait été exposée, je me souviens, au Grand Prix de France Moto. Donc, tu vois, la voiture, c'était aussi un peu une voiture de salon, hein, un peu, parce qu'elle avait quand même un look atypique. Ah Donc, bah c'était la Nissan l'avait poussé Batmobile un hein, petit un peu petit partout. peu, hein. C'était la Ouais, Batmobile. ouais, ouais, Non non, ça c'est certain. ouais, c'est clair, Et on en arrive, c'est Laurent, clair. à l'environnement des 24 heures du Mans et à la fameuse journée test. Et là, bon, 3,43, 383 pour Olivier Plat. C'était le 18e chrono à 22 secondes du chrono de référence, Derrière les P2. derrière les P2. Qu'est-ce que toi qui avais couvert vraiment le Mans dans toute sa globalité à cette époque-là, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là en tant que journaliste? Ah, on se dit que ça commence à puer. Enfin, mais à côté de ça, enfin, on a de l'amitié pour enfin, les pilotes qu'on connaît, notamment Olivier, parce que c'est un pilote français, puis c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, et que tu te dis, putain, mais enfin, même si au début, il pouvait pas savoir, le pauvre, que c'est un programme qui allait tourner comme ça, mais tu te dis, putain, c'est pas possible le truc. En fait, et ils nous ont vendu du rêve, et un Ben Bolby qui te dit, rubis sur l'ongle, qu'en fait, ça va faire des étincelles au Mans, que ça peut rouler à 345 km/h, que Darren Cox te dit, en plus, il dit à tout le monde, ah, mais de toute façon, nous, on n'est pas là pour se faire des amis. Je me souviens très bien de cette phrase, en plus. Nous ne sommes pas là pour nous faire des amis. Ah, ok. Et là, tu commences à perdre pied parce que tu commences à dire, non, mais là, ça peut pas marcher, le truc. Ça peut pas marcher. Ils avaient fait, je crois, 7000 km en essai avant Le Mans, avant les 24 heures du Mans, qui est quand même la course la plus dure, qui est quand même une course compétitive, où tu as quand même beaucoup de concurrence. Et puis que, ben, au qualif, t'es derrière les LMP2 et t'es même pas dans les minima. T'es même pas dans les minima. Donc en fait, tu es obligé de repêcher les caisses. 16 secondes, hein. Et 16 secondes. non, mais je me souviens très bien de la petite phrase d'Henri Pescarolo quand il a envie de dire ce qu'il a envie de dire, il va pas chercher par quatre chemins, qui disait que la pertinence, je me souviens très bien, la pertinence de la Nissan appartient au siècle dernier. Là, tu te dis, bon, Sans là, langue de ça c'est bois, fait. hein. Sans langue de bois. Non, sans langue de bois. Et pourtant, il y avait un gros staff. Il y avait, je sais pas, 80, 90 personnes au Mm. Mans chez Nissan. Je sais pas si tu te souviens, dans le paddock, il y avait un espèce de toboggan derrière la structure et tout. Ils faisaient descendre les pilotes par le toboggan. Ah, des histoires. Et encore, Et ils étaient en bout de il y a, pit il y a- lane, tu te souviens, hein, ils étaient tout. Oui, Et mais oui. c'était l'emplacement le plus couru. Le plus couru. Il y avait toujours du monde qui venait voir les voitures. Enfin, c'est sûr que s'il y a eu une réussite claire dans ce projet, c'est l'aspect marketing. Ça, on peut pas le nier. Et puis, ouais, je me souviens très bien que Darren Cox qui dit, ouais, mais nous, justement, on veut pas faire comme les autres, on veut être différent. On pourrait être comme les autres dans les stands parce qu'on est en LMP1, mais nous, on va être au bout de la pit lane, comme ça, les gens nous voient plus et c'est beaucoup plus facile pour prendre la piste. Et l'histoire aussi, et je sais on en parle assez, enfin, pas régulièrement, mais de temps en temps avec Thibaut, cette histoire de pas mettre de panotage devant le stand et tout, parce qu'eux, ils ont décidé que ça servait à rien et que la radio tombe en panne et qu'ils sont obligés d'aller demander un panneau à l'équipe voisine pour mettre le panneau pour le pilote pour pouvoir rentrer. C'est là que tu te dis, bon, les mecs, tu te dis, mais
depuis des années, on fait ça et vous n'êtes pas posé la question de savoir pourquoi les autres le font et pourquoi ça marche comme ça, en fait, et vous ne le faites pas. Et quand même des gens qui connaissaient le sport auto, tu C'est vois, ça. dans cette équipe. Mais un Darren Cox je te dis, était quand même très bon. Donc c'est là où tout le monde a bien vu que le truc, ça prenait l'eau. C'est con parce que tu avais une des Nissan qui avait repris un peu la couleur des anciens protos, tu Oui, vois, oui, qui était oui. bleue. Exact. Et donc Laurent, les qualifs manquaient. Et en course, déjà la voiture n'a pas roulé, enfin au Mans, hein, globalement la voiture n'a pas roulé avec le système de récupération d'énergie, donc sans les 2 mégajoules. La voiture surtout, Laurent, ça c'était quand même assez extraordinaire et les pilotes en ont parlé après, la voiture ne pouvait pas prendre les vibreurs. Sinon c'était problème de suspension et sans doute que ça s'arrêtait là. Ah, C'est la suite logique de ce qui avait été vu à Sebring en fait. c'est la suite logique et ouais, et tu fais la plus grande course d'endurance au monde et tu fais ça dans la catégorie avec une voiture hybride dans la catégorie LMP1 et tu roules pas avec le système hybride. Donc déjà, tu te demandes même comment cette caisse elle a pu être autorisée à rouler puisque tu es au règlement. D'une, tu n'étais pas dans les minima aux essais, tu roules sans système hybride et en plus, tout ta gueule à l'arrivée. Je me souviens très bien du tweet de Nismo où ils étaient tous, je sais pas si tu te souviens de la photo sur le muret où ils sont tous sur la muret en train Hmm. d'applaudir et tu vois la Nissan qui arrive et tu vois le cul de la Nissan et t'es avec le truc mission accomplie. Et là, tu dis, mais, Alors qu'elle avait mais passé jusqu'où je ils ne vont sais aller? plus combien de temps dans les stands. Mais Bon. tu dis, mais les mecs, mais vous allez aller jusqu'où comme ça, là? Ben, Parce qu'à un moment, vous allez arrêter de nous prendre pour des cons. bah écoute, Darren Cox qui conclut aussi un peu après course et qui dit nous avons eu 2 millions de vues sur 2,3 presque 3 millions de vues sur notre streaming contre 1,7 à Game of Thrones qui à l'époque était la Ah, bah voilà, série folle. Incroyable, faites ta incroyable de comparaison. résumer un programme LMP1 comme ça à cette statistique-là en fait. C'est Hum. totalement hors sol quoi. Donc, tu as trois caisses au départ, tu as une caisse à l'arrivée, non classée, En non et classé. qui est à, je crois, et qui est à plus de 2000 km de la Porsche victorieuse. Mais ils se satisfont quand même de quelque chose. Je pense qu'il y en a un que ça n'a pas fait marrer, c'est Carlos Ghosn, qui nous avait fait une phrase dont lui seul a le secret. Nous voulions être compétitifs, mais nous avons seulement été différents. Lui, il a tout résumé en une phrase. Et cette photo de la Nissan après, je sais plus si c'est le lendemain, ouais, le lendemain, qui était à côté de la poubelle, de la grande poubelle du gros bac à ordures dans le paddock du Mans et tout. Et là, tu te dis, bon, là, et il y a de la photo aussi où elle est sur la dépanneuse. Tu te dis, bon, bah là, voilà, ça se résume, en fait, ça se résume à ça. Sportivement parlant, hein, parce que du côté marketing, Oui, par oui, oui, contre, bien c'est 20 sûr. sur 20. Bien sûr. Bah, Et surtout quand on voit la fin, Laurent, parce qu'après Le Mans, forcément, on se dit qu'est-ce qui va devenir de la voiture, de la GTR LM Nismo. On apprend très vite, durant l'été, que la voiture ne fera pas le Nürburgring. On change dans l'organigramme. l'organigramme, je cherchais le mot. L'organigramme change avec Michael Carcamo qui arrive à la tête de l'équipe. Et puis on apprend que la voiture sera là en 2016. Bon, alors on peut se dire bonne nouvelle avec du développement et du travail. La voiture est en essai aux États-Unis dans la fin de Ah non, l'année. là, Sauf que Laurent, le 22 décembre 2015, le Père Noël, il dit stop. joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Félix. Voilà, 3 jours avant Noël, programme terminé. Je pense que du côté Ah, de Nissan Global, on a dû dire bon, là on est passé pour pas ce qu'on est réellement quoi. bah, c'est sûr, et même, enfin, ça a laissé des traces assez longtemps chez Nismo au Japon. Moi, je me souviens être allé visiter les installations de Nismo au Japon après une manche Super GT, et où tu as beaucoup de voitures, évidemment, de l'histoire de Nissan qui sont exposées. Tu n'as aucune mention qui est faite, aucune trace de la GTR LM Nismo. Et que quand tu poses la question au patron de chez Nismo à l'époque, donc en Super GT, tu sens que c'est même la question à ne pas poser. Tu sens qu'ils sont très mal à l'aise. En plus, les Japonais sont quand même très minutieux et veulent évidemment bien faire et veulent répondre à tout. Mais là, quand tu poses cette question-là, tu te rendais vite compte qu'il fallait pas aller plus loin, ça a laissé vraiment je vais pas dire un traumatisme, et ça a vraiment fait du mal. Et si au Japon, Laurent, la voiture est mal considérée, on va dire, par Nissan, par contre, elle est au musée des 24 heures du Mans. Mais alors oui, et ce que moi perso, je trouve tout à fait normal. J'en ai même une miniature, alors c'est pour te dire. Et parce que quoi qu'on en dise, cette voiture, elle a marqué en bien ou en mal, mais plus en mal sur la piste, ça c'est sûr. Mais elle a marqué par son look, elle a marqué par son côté marketing, elle a marqué par son flop. Alors, si tu remontes un peu dans le temps, il y a une autre voiture aussi qui avait fait parler dans les années 80, qui était l'Ardex.
au Mans, la voiture qui avait été faite par Max Sardou, qui n'a pas été non plus une voiture très prolifique en termes de résultats, mais elle avait tellement un look particulier que beaucoup se souviennent du look de cette voiture-là, et comme tout le monde se souvient du look de la Nissan LMP1. Et tu vois, même 10 ans après, nous on en fait un podcast. Donc c'est bien qu'on Donc s'en c'est souvient. réussi dans un sens, mais Ouais, mais oui. la question aujourd'hui, est-ce que tu penses, là c'est sans forcément avoir voilà, une info spécifique, hein, mais est-ce que tu penses que cet échec, cet accident vraiment dans le parcours de Nissan, ça peut les empêcher aujourd'hui de revenir? Je suis pas sûr. Les temps ont quand même changé pour avoir discuté avec plusieurs personnes de constructeurs différents. Alors oui, tu en as qui y croyaient pas, mais tu en as quand même quelques-uns qui te disent le concept global est pas forcément totalement dénué de sens. Le truc, c'est que c'est un projet qui est tellement loin de ce qu'on connaît, où il faudrait énormément d'argent pour pouvoir essayer de le Et de développer, temps. pour voir Et de vraiment s'il y a temps. quelque chose à en tirer. Et Mm. du temps, et du temps, Ce que n'a pas eu et du Nissan, temps. clairement. Mais ce qu'on n'a pas eu Nissan. Donc c'est sûr que les 14 millions d'euros, notre ami Darren, il peut être content du nombre de vues que ça a fait sur YouTube. Non, putain, 14 millions de dollars plutôt. 14 millions de dollars, t'en fais des choses avec 14 millions de dollars. Hein. On est d'accord. Mais aujourd'hui, Nissan, Laurent n'est plus donc en proto, hein. On se souvient que par la suite, et même déjà à cette époque-là, il y avait la Nissan GT-R Nismo GT3, J'ai- qui elle a brillé. Hum, Qui elle a brillé, puisqu'on se souvient du titre en Blancpain Endurance à l'époque. On se souvient de la victoire à Bathurst. Nissan ensuite a été en Formule E. Bon, l'histoire et continue toujours à être un super GT, hein, évidemment, le cœur de l'activité des programmes de Nissan. Donc l'histoire sportive de Nissan, elle ne s'est pas arrêtée et au contraire, elle a plutôt bien continué quand on voit les résultats, notamment en Super GT et en GT3. Ce qui par contre est un peu ouais, dommage de ne pas voir la Nissan Nismo GT3 qui ait eu une descendance ou dans d'autres séries. le problème pour moi, c'est qu'avec cette GT3, Nissan s'est un peu pris les pieds dans le tapis parce qu'en Europe, enfin, parce que autant elle roule encore, elle va encore rouler cette année en Super GT, en GT 300, en Super Type et en GT World Challenge Avia. Mais autant pour moi, ils sont tirés une balle dans le pied en Europe en confiant le développement à RJN, qui en plus faisait rouler la voiture. Oui, Donc c'est un peu comme quand il y avait Bentley. En fait, tu achètes une caisse, mais tu vas rouler contre les mecs qui ont développé la caisse. Donc quand t'es dans un système de compétition client, bah, tu essaies plutôt de t'arranger pour aller dans une marque en fait où tu n'as pas l'équipe qui développe la voiture qui la fait rouler elle-même. exactement. Et pourtant, la voiture Donc, avait une donc cote, une certaine cote, hein, ouais, Godzilla, comme on l'appelle. ouais, Elle ouais, est ouais. souvent Mm, citée par les fans comme une voiture avec un certain charisme, un attrait, et puis en plus, une voiture qui a gagné. Enfin, on peut pas le mm, nier, quoi. mm. Pour en revenir à notre ami Darren Cox, il a aussi été très bon pour la Nissan GT Academy. Hein. C'est aussi là où on voit quand même qu'il y a eu des succès. Et là, pour le coup, Laurent, pas que marketing, parce que là, il y a eu un succès sportif, puisqu'il y a quand même des Ouais. pilotes comme Lucas Ordóñez, comme Yann Mardenborough, qui ont quand même fait des vraies carrières, Mm, et qui sont sortis de ce programme lancé, on le rappelle, hein, avec le jeu Gran Turismo à l'époque. Bah, c'était quand même révolutionnaire, et il fallait quand même aussi un sacré, moi je pense, courage, dans un sens, pour dire ben, vous qui êtes derrière votre écran, qui avez un peu ce rêve de devenir pilote, mais nous on va vous l'offrir à partir d'un jeu vidéo. Ça quand même à l'époque c'était incroyable. Alors mm. qu'aujourd'hui on en voit quand Ouais. même beaucoup. Hein. Je reprends l'exemple d'Ayan Chan-Guven, qui aujourd'hui est pilote du Giron Porsche, qui a beaucoup roulé en sim racing au début, et on voit aujourd'hui la carrière qu'a le pilote turc. Mais parce qu'il y a tout ce background derrière, toute cette historique de pilotes qui sont déjà venus du sim racing, on voit les bons résultats. À l'époque, Mm. c'était quand même très révolutionnaire, mais tout avait été mis en place. Il y avait d'abord eu, tu te souviens, les sélections, après ça avait été en GT4, après c'était monté en GT3. Enfin bon, il y avait quand même là pour le coup quelque chose de bien construit sur la durée Ouais, mais moi je me souviens de Jordan Tresson, aussi. notamment, qui fait la GT Academy, qui fait les 24 heures de Dubaï et qui se retrouve à faire le WEC en 2012 chez Ciatec. Mhm. Et Ah tu ouais. vois, En proto. Jordan, en proto, oui, oui, en plus, en LMP2. Et là, tu te dis, franchement, et Jordan, ça a lancé un peu sa carrière après, parce qu'il a quand même pas mal roulé sur la Nordschleife avec les 24 heures du Nürburgring. Et même s'il est plus pilote, on va dire, en tant que tel aujourd'hui, je pense que ce qu'il a fait comme pilote l'a aidé dans sa carrière professionnelle maintenant, parce qu'il est toujours un peu enfin, dans le monde de l'automobile.
Mais franchement, la GT Academy, ça a été une vraie réussite. Mais le truc, c'est qu'après, ça a dévié. Après, tu as eu la GT Academy russe, la GT Academy nord-américaine, la GT Academy Middle East, la GT Academy Asia. Enfin, t'en as eu. Darren, il a voulu en faire partout. Sauf qu'il y a déjà, après, t'en fais quoi des pilotes? Voilà, le problème c'est qu'on a vu, à part Team RJN et la Nissan Academy, c'est vrai que le nombre de programmes concrets en GT3, puisque qui était la finalité au moment du lancement de la GT Academy, puisqu'on ne parlait pas encore du programme LMP1, c'était quand même réduit, puisqu'on se souvient RJN a engagé 2 voitures, Laurent, en endurance. Comme tu l'as dit, il y a Yann Mardenborough qui a quand même percé suffisamment parce que tout le monde le voyait aller jusqu'en Formule 1. Bon, finalement, ça ne l'a pas fait, mais il a quand même une belle carrière, et cinématographique aussi. Enfin, pas lui, mais son Oui. personnage. Et ça aussi, Et tu à vois, le côté. film Gran Turismo, aujourd'hui quand même, c'est une preuve de la réussite marketing un peu de tout Ouais, le concept. ouais, tout à fait, tout à fait. Alors évidemment, les puristes de sport auto vont te dire que le film, c'est un peu n'importe quoi en termes de vision du sport auto, mais maintenant, je pense qu'il faut pas le voir comme, en tant que puriste du sport auto, il faut le voir comme un film. Voilà, Et, exactement. euh, et moi, enfin, moi, le film, oui, il y a des trucs qui sont choquants quand tu connais le sport auto. Mais Il comme y a- dans toute Mais oui, retranscription oui, oui, oui. de ce qu'on peut voir sur Netflix, on voit que Mais dans plein de choses, il y a des petits détails qui sont pas exactement ça. Et c'est vrai que les puristes, ça leur saute tout de suite aux yeux, quoi, c'est certain. il faut voir ça comme un divertissement. C'est sûr que du côté des pilotes de la Nissan GT Academy, il y en a certains dont on a pu parler. Tu vois, un Nick Hamann, par exemple, enfin, c'est un exemple, tu sais, on le voit plus, ou très peu. On le voit moins qu'on le voyait à une époque. Il y en a d'autres qui ont totalement disparu. Tu vois, même Marc Schulzitsky, Oui, après, c'est vite quelqu'un qui a disparu. Et maintenant, cette histoire aventure Nissan LMP1, je pense que ça mériterait une série Netflix. ah ça peut. Je Il y a pense que ça tellement à peut dire. effectivement. Non, mais il y a tellement à dire. Et puis là, on est tous les deux à expliquer, enfin, à revenir sur cette histoire. Mais si tu fais parler les pilotes, on en a suffisamment discuté avec certains pilotes. T'as quoi écrire. Enfin, moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait écrire un livre sur cette histoire, en faisant parler tous les acteurs. Malgré le côté négatif, on va dire, du côté piste, il y a toute l'histoire marketing qui est quand même, franchement, on peut pas dire le contraire, c'est un vrai succès. Quand tu fais voir une course enfin, pas une course, mais quand tu fais voir un programme un peu d'endurance où tu parles un peu du Mans, même si c'était pas vraiment explicite, mais dans un spot du Super Bowl que tu dépenses 14 millions pour 90 secondes de spot, de spots publicitaires, tu te dis bon ok, mais le truc, enfin moi pour ça, pour ce côté-là, je dis bravo. Sauf pour l'argent dépensé qui a servi à rien. Mais sur ce côté-là, je dis bravo. Ils ont su se servir là, de cette caisse de résonance du Super Bowl pour donc à ce moment-là officiellement dévoiler la technique de la voiture, Hum, de cette LMP1. Bon, hum. malheureusement, comme on y est revenu sur dans ce numéro de Track Limit by Minerva Oil, l'histoire de la GTR LM Nismo n'a pas eu la fin escomptée par Nissan. Mais aujourd'hui, elle reste une voiture qui a marqué son peu de temps, puisque c'est une année, quoi, globalement, on va dire, entre la fin 2014 et donc le 22 décembre 2015, où la prise a été débranchée de façon abrupte. C'est une année, mais une seule course. Ouais, c'est pas rentable. Pas c'est glorieux. pas, C'est c'est, pas glorieux. c'est pas glorieux, non. Malheureusement, c'est pas glorieux, mais aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire de Nissan. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de Nissan, c'est la première chose qui revient à l'esprit des gens? Je ne sais pas. Dans un sens, j'espère pas pour Nissan, parce que ça serait occulter ce dont on a parlé en introduction, hein, Laurent, avec tout quand même l'historique et des voitures qui ont marqué leur époque, parce que si Nissan n'a pas forcément brillé et n'a pas gagné au Mans, en IMSA par contre, Laurent, souviens-toi, ça avait été quand même à l'époque de la fin des années 80, Nissan Hum, avait quand même hum, sacrément dominé son sujet. Certes, c'était une branche aussi américaine qui gérait, mais ça avait quand même été un vrai succès, et même au Mans, hein, il y a eu quand même des podiums, il y a eu des bons résultats, des moments assez marquants, hein, des puissances de voitures à plus de 1000 chevaux, des chronos en qualif record, souviens-toi. Mais hum. aujourd'hui, je pense que quand tu poses la question à beaucoup de gens, malheureusement, c'est cet épisode-là de la GTR LM Nismo qui revient. Et Ah, c'est un peu dommage. Mais bon, ça fait partie de l'histoire. c'est l'histoire la plus récente, donc Bien généralement, sûr. tu te souviens souvent de l'histoire la plus récente, tu vois, mais ça, enfin, tu vois, ça fait quand même 10 ans et j'ai du mal à penser que ça fait, on va dire, déjà 10 ans. Déjà 10 ans, Laurent, pour
cet épisode marquant donc, de l'histoire des 24 heures du Mans avec cette Nissan GT-R LM Nismo. Laurent, merci d'avoir fait un peu le tour, ce rappel un peu historique. On voulait revenir sur cet épisode dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil. Laurent, merci en tout cas, et puis on reviendra dans des épisodes plus d'actualité dans les prochains jours. Il y a quand même pas mal de choses qui vont se concrétiser avant le lancement de la saison du championnat du monde d'endurance. On y reviendra évidemment, notamment avec Thibaut pour détailler cette actualité chaude. Laurent, merci, et on se donne rendez-vous très vite dans un prochain numéro de Track Limit. À bientôt.